Le directeur général par intérim de la CNAPS a été mis en liberté provisoire hier à 21h. Les revendications des employés de la CNAPS se poursuivent toutefois. Le retour à la normale des activités de la CNAPS n'est donc pas encore prévu, mais à partir de demain, un service minimum sera assuré de 8h à 10h du matin. En collaboration avec l'Organisation de la francophonie et l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles, un atelier s'est tenu ce jour en vue de finaliser le projet de décret d'application relatif à la loi sur la protection des données personnelles, voté par l'Assemblée nationale en 2014. L'application de cette loi permettra de poursuivre et de sanctionner ceux qui publient des données personnelles sur les réseaux sociaux. À la une de l'actualité internationale aux États-Unis, la découverte de cocaïne dans la Maison-Blanche confirmée mercredi 5 juillet a déclenché une polémique politique. La porte-parole de l'exécutif assurant que cette drogue avait été trouvée dans une zone fréquentée par des visiteurs extérieurs alors que le président et sa famille étaient absents. Le directeur général par intérim de la CNAPS a été mis en liberté provisoire hier vers 21h. Les revendications des employés de la CNAPS se poursuivent toutefois. Ils exigent la transparence concernant les abus financiers perpétrés au sein de la CNAPS, des explications sur les restrictions budgétaires et les motifs d'inculpation du directeur général par intérim, Jocelyne Attabuto. Le retour à la normale des activités de la CNAPS n'est donc pas encore prévu, mais à partir de demain, un service minimum sera assuré de 8h à 10h du matin. Les usagers de la CNAPS ont vite fait de se rendre à son siège à Impeflou aujourd'hui suite à l'annonce de l'instauration d'un service minimum. L'annonce de la mise en liberté provisoire du directeur général par intérim de la CNAPS hier soir les a aussi confortés dans leur espoir d'un retour à la normale au sein de cette entreprise. Or, la situation était contraire à celle qu'ils avaient espérée. Nous venons de Manzakandine et d'ailleurs pour apporter notre certificat de vie sans lesquels la CNAPS refuse de nous payer. Nous n'empêchons pas la grève d'avoir lieu, mais nous avons entendu dire qu'il y avait un service minimum. De plus, nous avons emprunté de l'argent pour payer nos frais de transport pour venir jusqu'ici. Les personnes âgées font des va-et-vient. L'argent destiné à acheter de la nourriture passe dans les frais de transport. Il faut dire clairement que vous ne travaillez pas. L'intersyndicale Ranjana Syndicale a insisté sur la normalisation des activités de la CNAPS dans une lettre qui lui a été remise aujourd'hui. Au-delà des difficultés que son débrayage occasionne aux usagers, des pertes de plus d'1 milliard d'arrières par jour sont enregistrées et les cotisants sont les premières victimes. Nous avons soutenu ce mouvement de grève, mais nous demandons maintenant aux employés de la CNAPS de reprendre le travail. Cette grève coûte 1 milliard par jour de pertes. Ce ne sont pas les employés qui sont perdants, mais d'abord les cotisants et les retraités. Les conseils d'administration doivent trouver des solutions rapidement. Les employés doivent reprendre le travail pour ne pas détruire la CNAPS. L'intersyndicale Ranjana Syndicale demande par ailleurs des explications concernant les abus financiers enregistrés au niveau de la CNAPS. Pour l'intersyndicale, le directeur général par intérim doit révéler ce qui se passe réellement au sein de cette société. C'est aussi l'une des raisons qui motive, selon eux, un retour à la normalisation des activités, tel qu'il a été décidé lors de l'Assemblée générale. Après des négociations difficiles, il a été décidé d'instaurer un service minimum de 8h à 10h le matin. Mais les revendications continuent concernant notamment les abus, les restrictions budgétaires. Pour rappel, le directeur général par intérim de la CNAPS a été mis en détention préventive le 23 juin dernier à 3h du matin après être comparu devant le PAC.
3 autres employés de la CNAPS ont aussi été concernés par cette affaire, dont l'agent comptable, le directeur des ressources humaines et le chef du personnel, mais ils ont été libérés le jour même. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas encore vraiment les motifs pour lesquels ils ont été inculpés, mais ils porteraient sur des recrutements jugés abusifs. La protection des données personnelles est primordiale face à l'évolution de la technologie et dans le contexte qui prévaut à Madagascar. C'est pourquoi, en collaboration avec l'Organisation de la francophonie et de l'AFAPDP, l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles, un atelier s'est tenu ce jour pour sensibiliser les autorités à l'émergence d'une culture informatique et liberté à Madagascar et pour informer et sensibiliser sur les grands principes et enjeux en matière de protection des données à différents points de vue. Cet atelier s'inscrit dans la continuité des activités menées par l'OIF et l'AFAPDP en 2022 qui consistait à l'organisation d'une session de partage d'expériences entre les autorités malgaches et marocaines en vue de finaliser le projet de décret d'application relatif à la loi sur la protection des données personnelles, voté par l'Assemblée nationale en 2014. Il y a une commission nationale qui assure le contrôle de la protection des données personnelles. L'atelier d'aujourd'hui a porté sur le projet de décret d'application de la loi. Cela révèle des attributions de l'Assemblée nationale. Cet atelier déterminera les méthodes de travail pour l'application de la loi. Une fois cet atelier terminé, on pourra procéder à l'élaboration du décret d'application. L'application de cette loi permettra de poursuivre et de sanctionner ceux qui publient des données personnelles sur les réseaux sociaux. Nous avons que des données personnelles concernant plusieurs dirigeants ont été éparpillées. Nous n'avons pas de loi qui régit de tels cas ou qui sanctionne les personnes qui outrepassent leurs prérogatives. Nous allons mettre en place de telles lois. La Commission nationale d'informatique et des libertés pourra ainsi faire son travail et compléter les lois qui font défaut pour la paix sociale et pour le respect des lois. Les participants à l'atelier de ce jour avaient principalement des représentants des autorités concernées par la protection de données personnelles. L'événement Kultsar Tumefkanto à l'Alliance française Indavamimb, organisé par Koul TV FM avec l'émission télévisée Kultsar, qui célèbre cette année ses 10 ans d'existence, se poursuivra demain. Un spectacle de Vak Jazz et de diverses danses s'est tenu ce jour à cette occasion, avec de nombreux artistes locaux qui portent haut la culture malgache. La vente expo voyant la participation de nombreux artisans et artistes malgaches se poursuit également. Pour ce 3e jour de Kultsar Tumefkanto, le président directeur général de Koul TV FM est venu sur place. Il est l'initiateur de l'émission Kultsar pour la promotion de l'art et de la culture malgache, conformément à la devise de cette émission télévisée. La promotion de la culture et de l'identité malgache est d'une importance capitale, a-t-il déclaré ce jour. Je félicite Minsou et toute l'équipe de Kultsar. Minsou se rappelle sûrement que dès même les débuts de Koul TV, Kultsar était l'une des émissions que j'ai expressément réclamées. Vu que c'est aussi pour cette raison et dans ce sens que la société a été nommée Koul. La promotion du talent et du savoir-faire malgache est très important pour moi, notamment le savoir-faire qui met la culture malgache en exergue et à l'honneur. La collaboration des artisans et des artistes malgaches avec l'émission Kultsar leur a permis d'évoluer considérablement, notamment dans leur production et leurs activités en général au cours de ces 10 ans, selon les participants. L'existence d'une émission comme celle-ci est d'une importance capitale pour nous, les artistes. Si nous travaillons, mais que nos œuvres restent dans l'ombre, sans la moindre promotion, cela ne mènerait à rien.
L'événement Kultsar Tumefkant se terminera demain. Il a été organisé dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'émission Kultsar. De nombreux autres événements se tiendront prochainement à l'Alliance française Indavamimb, dont des spectacles et des expositions. Seule la célébration des 10 ans de l'émission Kultsar prendra fin demain. L'émission Kultsar, quant à elle, continuera et s'étendra partout dans l'île. Kultsar partira à la découverte des talents malgaches, des artistes et des artisans malgaches, partout à Madagascar. Tel a été l'objectif établi par le président directeur général de Cool TV FM, Adzongiane Narvelu. Dans des souffrances dues à la rigueur du froid, c'est ainsi que de nombreuses familles habitant des cases en bois dans la capitale vivent actuellement la baisse des températures en ce début de l'hiver austral. Vivant dans la précarité et ne pouvant pas se payer de couverture, la plupart de ces familles n'ont pas grand-chose pour se couvrir afin d'essayer d'atténuer le froid qui transperce les frêles murs de ces cabanes en bois. Les températures n'ont cessé de descendre ces derniers jours et cette nuit encore où la température avoisinera 9 degrés selon le service de la météorologie, ces familles grelotteront de froid. Voyez notre maison. Nos enfants sont tous malades alors que nous n'avons pas de couverture, pas d'argent, pas de travail non plus vu que je gagne ma vie en lavant du linge et en hiver. Personne ne fait laver son linge. Je suis seule à subvenir à tous les besoins de mes 3 enfants. Quand ils ventent, on a vraiment très froid dans notre cabane. On a vraiment très froid la nuit, car nous n'avons même pas de couverture. On se couvre avec ce qu'il y a. Les familles se couvrent et se partagent ce qu'elles ont sous la main. Les adultes se sacrifient pour que les enfants aient moins froid. La population de ces bas quartiers se désole que les aides de l'État ne profitent qu'à quelques personnes ayant les bras longs et ne leur parviennent jamais. Il faut que l'État prenne conscience qu'il y a une population déterminée qui a vraiment besoin d'aide. Les constructions en bois qui existent dans la capitale sont dues à la cherté des briques d'une part, mais aussi du fait qu'il s'agit de constructions illicites sur des terrains où elles sont interdites. Dans d'autres cas, des terrains ont été mis en location et seulement des constructions en bois sont possibles pour qu'elles puissent être détruites lorsque le propriétaire du terrain décide de ne plus loyer son terrain. Il y a aussi des cabanes en bois mises en location avec un loyer moins élevé que les constructions en dur et qui trouvent donc plus facilement des locataires. D'après nos investigations, près de 80% des personnes qui vivent dans les cases en bois ont loué le terrain, notamment dans les bas quartiers de la zone Incasne, un Peflou, un Boudran, 67 hectares, un Casemang et un Doutapenek. Par ailleurs, de telles constructions peuvent être facilement la proie des flammes en cas d'accident. Le magazine Politica, produit par FES, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, dans son numéro 31, souligne que la mise en place d'une transition n'est pas une solution pour le pays car elle impacte négativement la vie de la population. Les parties prenantes des élections devraient donner l'assurance à la population de la tenue effective d'élections cette année. Il y a des craintes concernant la tenue des élections. Vu que la date des élections n'est pas encore confirmée, le pouvoir exécutif ne donne pas encore de signal rassurant concernant le bouclage du budget des élections. Tout cela se combine pour faire ressurgir le concept de transition. Il y a aussi des partis politiques qui peuvent en tirer profit, car ils peuvent arriver à gouverner par ce moyen. De ce fait, à la FES, on fait valoir que le pays doit s'engager dans le processus électoral. Ainsi, dans l'optique de la tenue des élections, la traduction en malgache de la charte de bonne conduite est actuellement en cours d'élaboration au niveau de la FES. L'objectif étant d'informer la population sur les règles qui régissent les partis politiques signataires de la charte avant et pendant les élections. Un comité chargé du suivi de l'application de ces règles va être mis en place.
Ny ataontsika hoe ny sasy zany dia io comité io ihany no afaka manao azy araka. Les sanctions sont infligées par le comité. Cela peut être une annonce officielle dans les médias, annonce selon laquelle les partisans de tel ou tel parti, par exemple, ne se sont pas conformés à telle règle. Des indicateurs vont être élaborés pour indiquer dans quelle mesure les partis politiques ont respecté la charte de bonne conduite. Le respect d'une charte de bonne conduite est au plan moral et éthique plus important qu'une loi. Ny lamana zava-dehibe kokoa zay aminay no hoe lamana. Le 31e numéro du magazine Politica est sorti aujourd'hui. Son contenu se focalise sur un plan d'ensemble sur la tenue des prochaines élections dans le pays. Les conditions nécessaires pour la tenue des élections présidentielles à Madagascar cette année ne sont toujours pas remplies selon le parti RNR, le parti Rassemblement National pour la Refondation. Ce parti politique continue d'émettre des doutes face au mode de fonctionnement de la CENI et de la HCC à l'heure actuelle. Ce parti n'est pas le seul à s'inquiéter de la situation qui prévaut dans le pays. La plupart des partis politiques, les citoyens malgaches et les associations diverses ont les mêmes appréhensions. Le gouvernement n'a toujours pas sorti de décret relatif aux élections présidentielles. La date du 9 novembre pour le premier tour des élections présidentielles et la date du 20 décembre pour le second tour, proposée par la CENI et jugée recevable par la HCC, ne sont toujours pas confirmées. Le code électoral actuel favorisera certains individus, dénonce le RNR. Les conditions nécessaires pour la tenue des élections ne sont pas encore remplies. Si l'on fonce tête baissée dans la tenue des élections, face à la situation qui prévaut, cela pourrait générer une crise profonde qui mènera à une effusion de sang, étant donné que plus personne ne croit en l'intégrité de la HCC. De nombreuses anomalies ont été observées dans le mode de fonctionnement de la CENI partout dans l'île, notamment à Maroantseach. Concernant la mise en œuvre des élections cette année par la CENI, il est clair que des anomalies prévalent. Bon nombre de citoyens n'ont pas été enregistrés dans la liste électorale, dans de nombreux Funkuntan et dans de nombreuses communes. Ces reports de date à maintes reprises par la CENI et l'absence de décret du gouvernement confirmant la date des élections nous poussent à croire et à maintenir que de sérieux problèmes prévalent au sein de la CENI. Nous pouvons tous le constater au vu de la situation actuelle. Face à la situation qui prévaut, ce parti politique suggère davantage de transparence dans le mode de fonctionnement de la CENI, notamment à la base au niveau des Fukuntang, puis des communes et des districts. À noter que la date de clôture définitive de la refonte totale de la liste électorale a été reportée pour le 17 juillet prochain par la CENI. Cette clôture définitive devait pourtant se tenir le 10 juin dernier. La Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar réclame la libération de leur collègue Maître Quinte. Cet huissier de justice à Majunga a été mis en détention de façon illégale, ont déclaré ce jour les membres de cette chambre. Les huissiers et les commissaires-priseurs ont déclaré ce jour qu'en l'absence de mesures prises par l'État face à ce dossier, les manifestations se renforceront et prendront davantage d'ampleur. Les huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar perçoivent dans les événements actuels une entrave faite à la profession. Voici le lieu d'où est parti le scandale, l'aile ouest de la Maison Blanche. Une zone fréquentée par les visiteurs extérieurs et les invités du personnel qui doivent laisser leur téléphone dans des casiers avant d'entrer dans les zones sensibles. C'est dans un de ces casiers qu'un sachet de cocaïne est découvert dimanche par les services de sécurité. La polémique est alors lancée. Donald Trump dégaine sur son réseau social. Est-ce que quelqu'un croit vraiment que la cocaïne trouvée dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, très près du bureau ovale, était pour l'usage de quiconque d'autre que Hunter et Joe Biden? Le fils du président, Hunter Biden, au passé parsemé d'addictions, est régulièrement ciblé par Donald Trump. Alors que les spéculations sur l'identité du responsable vont bon train,
la Maison-Blanche tente d'éteindre la tempête médiatique naissante. L'enquête est dans les mains du Secret Service. Comme vous le savez, et vous l'avez tous rapporté, le président, la première dame et leur famille n'étaient pas ici ce week-end. Ils sont partis vendredi. La Maison-Blanche fait savoir que le président Biden suit l'avancée des enquêteurs, qui se concentrent à présent sur les registres de visite du week-end et les images de vidéosurveillance.